Bonjour à tous, bienvenue sur Diaf TV pour ce nouveau numéro de Rencontre avec l'artiste. Elle est née au Cameroun, pays qu'elle a quitté très tôt à 13 ans pour s'installer en France. C'est donc surtout hors de son pays natal que la diva a développé, imposé son talent musical. Aujourd'hui basée à New York, elle est devenue l'une des représentantes de la musique afro-groove dans le monde. Sa voix est simultanément belle, puissante, pleine d'énergie, de générosité, de sensualité, mais elle est aussi une chanteuse à texte et partage des messages intelligents sans jamais adopter une posture de donneuse de leçons. Elle est l'héritière de la grande lignée des divas africaines et Myriam Makeba a d'ailleurs dit d'elle qu'elle est sa chanteuse préférée. La musique de cette diva fait frémir nos cœurs, une musique qui nous parle de nos peurs, de nos douleurs, mais aussi de toutes les lumières qui peuvent surgir à travers l'espoir, la joie, l'amour, l'optimisme. Elle nous transporte dans un univers magique avec la pétillance et la grâce qui sont siennes. Cette diva s'appelle Kaïssa, et Kaïssa qui se produira en concert le 18 juin prochain au Café de la Danse à Paris, nous fait l'honneur d'être sur notre plateau ce jour et je me dépêche de la retrouver de l'autre côté. Kaïssa, bonjour. Bonjour Aline. Merci infiniment de nous accorder ce petit moment d'échange sur Diaf TV. Kaïssa, vous nous arrivez tout droit des États-Unis, qui est votre pays où vous êtes installé depuis une vingtaine d'années maintenant. On sait que la France, ça reste votre premier pays d'adoption, que vous avez de nombreux fans ici. Vous étiez déjà là en décembre dernier, mais vous n'avez pas eu beaucoup le temps de les voir. Vous avez quand même eu un petit moment au Sunset. Oui, oui, absolument. Et là, un moment magique, un moment magique. Et là, vous revenez pour un vrai concert, ce sera le 18 juin prochain. On revient, oui, je reviens pour un plus grand et j'ai vraiment hâte, c'est vrai, de communier avec un public français que je ne connais pas. Voilà, ce sera le 18 juin prochain donc au Café de la Danse à Paris. Pour vous produire à Paris, on disait que c'était votre premier pays d'adoption, vous produire à Paris, c'est un retour aux sources? C'est quoi? Absolument, absolument. D'ailleurs, vous me donnez une idée là, Aline. Je crois que je vais l'appeler cet événement et puis cette grande opportunité, je dirais, Paris-New York-Paris. C'est le retour là où j'ai commencé. C'est ici que je me suis lancée et que je suis montée dans le bus pour ne plus jamais regarder en arrière et que j'ai vraiment commencé et eu de superbes opportunités telles que celle de travailler avec des personnalités comme Papa Wemba, Salif Keita. Donc c'est, oui, un peu un retour aux sources, absolument. On sait que la musique vous a toujours attiré, que vous avez commencé très très tôt, la table de papa et maman en est témoin, c'est bien ça? Absolument. Ben, écoutez, j'ai la chance d'être, je dis la chance, vraiment, c'est réel, d'être née et d'être issue d'une famille très artistique. J'ai deux frères qui sont bassistes, Raymond Doumé-Moulongo et Fred Doumé-Moulongo, qui lui vit à New York. Et Raymond est à Paris. J'ai une mère qui est couturière. J'ai un père qui était dans la politique, mais qui surtout aussi était un écrivain et un guitariste et un chanteur hors pair. Il y a eu une danseuse qui n'est plus des nôtres et qui a fait de la danse classique et un peintre. Donc oui, c'est une chance énorme. Donc fatalement, j'ai été exposée très tôt à l'art et à la culture de manière générale. Kaïssa, vous avez quitté le Cameroun très jeune, donc à l'âge de 13 ans pour vous installer en France. Et malgré le fait que vous aimiez déjà la musique, à cet âge-là, vous ne vous étiez pas encore projeté dans une vraie carrière musicale. Je sais que vous avez même commencé des études à Nanterre. Et puis un jour, pendant que vous étiez étudiante, votre frère qui est bassiste et chef d'orchestre d'une grande star de la musique africaine vous appelle. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre frère? Ah non, c'est moi qui lui cassais les oreilles plutôt. Donc oui, j'arrive à Paris à 13 ans, je quittais le collège Liberman de Douala et je débarque donc à Maison-Alfort à 13 ans et mon frère qui étudiait lui à Jussieu, donc Raymond,
et celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais avant de le faire, en fait, je lui ai vraiment cassé les oreilles en lui disant « Emmène-moi à tes concerts !» Donc il m'emmenait déjà à quelques concerts, mais du coup, je voulais faire des séances. Il me dit « Non, mais ça va pas, je ne veux pas de problème avec papa et maman, va à l'école !» C'est pourquoi tu as été envoyée en France, voilà. Et oui, exactement. Donc voilà, je suivais j'allais au collège, etc. Mais en fait, il a dû céder à mes demandes qui étaient très insistantes. Et un jour, il me dit, bon, tu veux chanter, c'est ça? Tu es vraiment prête? Bon, ok, viens alors. Et il y avait un concert à la Chapelle des Lombards, du côté de la Bastille, et avec un groupe béninois, Alafia, avec des musiciens extraordinaires, dont Alain Agbo, Philippe Nikwe, Mehdi Dayas, qui est la sœur de Stéphane Dayas. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de faire ma première scène parisienne, et j'étais très stressée, on doit dire. Et j'ai appris tout le répertoire en 2 semaines, voilà. Et j'ai fait ma première scène, donc grâce à mon frère Raymond. Vous êtes rentré dans la musique directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas eu besoin de passer par les écoles, le conservatoire et tout ça. C'était tout de suite dans le vif du sujet. Non, je n'ai pas eu ce parcours. C'est vrai que je travaille ma voix quotidiennement. Enfin, j'essaye. Ça a été un peu difficile ces derniers jours. Mais non, je suis venue donc de ce Cameroun riche en culture et je ne suis jamais passée par une école. Et comment vous expliquez que vos parents, qui avaient pourtant des enfants déjà artistes, comme vous disiez, votre maman aussi artiste, vous êtes pourtant la dernière, donc ils en avaient déjà vu. Comment est-ce qu'ils n'ont pas accepté de vous soutenir tout de suite dans votre envie de faire de l'art? Ce n'est pas tout à fait vrai. Disons que papa a eu énormément de mal quand j'ai pris mon courage, je dois dire, à 2 mains. Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de chanteuse ou d'artiste, ce sont des métiers qui n'ont jamais véritablement été considérés quand même dans nos pays, qui ne sont pas acceptés aisément, surtout quand il s'agit d'une femme. Et mon père rêvait de me voir avocate au barreau de Douala ou de Paris. Donc il a été extrêmement déçu quand, je crois à peu près 20 ans, je lui ai dit ça ne sera pas dans cette vie-là. Donc j'ai quand même fait 2 ans de droit. Et déjà là, je faisais un peu l'école buissonnaire ici et là pour aller à des concerts ou à des séances de studio. Et j'ai eu énormément de chance, encore une fois, de faire pas mal d'émissions, de participer à pas mal d'émissions de télé, dont une qui s'appelait Cadence 3 avec Guy Lux, où j'étais une choriste de la maison. Et puis Champs-Élysées avec Michel Drucker. Voilà. Donc, vous avez utilisé quoi comme argument pour convaincre les parents finalement? Qu'est-ce qui a fait que vous obteniez leur soutien ou leur Maman a toujours été quelqu'un de très, comment on dit, supportive. C'est tellement évident dans notre famille que c'est une famille très artistique. Donc encore une fois, il y a Pierre qui est à l'école des Beaux-Arts, qui est peintre, qui d'ailleurs expose en ce moment. Et il y a eu Jean-Georges l'aîné, qui a fait, lui, de brillantes études, bardé de diplômes, mais qui était un superbe chanteur et guitariste. Donc c'était vraiment très évident quand même qu'il y avait une fibre artistique. Donc maman n'a pas eu de problème en tant que telle, elle a été très supportive. Mais papa, c'était très pénible parce qu'il avait prévu certaines carrières pour chacun de nous, dont médecin, bon, on doit dire. C'est des parcours plutôt classiques, ce dont rêvent les parents en général. Mais alors, du coup, après avoir fait ce concert avec votre frère, le virus, il vous a plus quitté. Ça y est, vous êtes parti. Ah, c'était parti, là. C'était une véritable passion et une drogue. Enfin, ça a vraiment été quelque chose qui... Je ne peux même pas situer et dire exactement à quel moment. Ça a toujours été très évident pour moi. J'étais une artiste et que... Voilà, il fallait que je vive cela complètement, mais ça m'a pris beaucoup de courage de dire à papa, voilà, j'arrête là. Il a été très déçu. Mais plus tard, il m'a donné sa bénédiction. Donc voilà, il m'a demandé de le faire et de le faire bien. Voilà. On justement parlait du Cameroun qui est votre pays d'origine, la France, premier pays d'adoption, les États-Unis aujourd'hui votre 2e pays d'adoption. Alors, tous ces environnements influencent votre création artistique. De quelle façon est-ce que vous
Vous utilisez les inspirations de Paris d'autres? Écoutez, Paris, déjà dans les années 80, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé, était comment dire, une plateforme artistique extrêmement riche. J'ai eu l'occasion de chanter en Wolof, en Bambara, j'ai accompagné des Angolais, donc j'ai chanté en portugais Tetelando, j'ai chanté en Lingala avec Papa Wemba, j'ai travaillé longtemps avec Manu Dibango, j'ai chanté aussi avec des chanteurs français. Donc ça a été une école absolument fantastique, l'école de choriste, hein, qui est un métier très difficile, parce qu'il faut savoir accompagner l'artiste principal qui est lead. Il faut savoir mettre son ego en check, comme on dit chez nous, et puis servir la musique. Donc ça a été une école absolument fantastique et j'ai été inspirée non seulement par des musiciens, mais par des écrivains, par tout genre d'artistes. C'était vraiment un bouillon de culture, Paris. Et le départ en 96 aux États-Unis, j'y suis allée d'abord en 94 et bon, j'ai été subjuguée, enfin qui ne le serait pas, par la richesse culturelle et puis la musique. Et New York, hein, particulièrement. New York en particulier. J'ai fait le tour des États-Unis en tournée pendant 2 mois, mais j'ai choisi de me poser à New York. Donc j'y étais en 94 et 96, ça a été le grand départ. Et mon ami Richard Bonnat est parti en 95 et me disait « Kaïsa Mamadoua ». Il disait « Voilà, moi je m'en vais ». Et lui et Francis Mbappé également, André Manga m'ont beaucoup encouragé à faire le grand saut. Voilà, et puis 96 a été le... Là, vous disiez que vous aviez chanté en plusieurs langues, le bambara, le wolof, et pourtant aujourd'hui, quand même, l'essentiel de votre musique, vous la faites dans votre langue maternelle, qui est le... Ma langue maternelle, précisément, est les Wodi. Hein, donc les Wodi, c'est un peuple Sawa du Vouri. Mais j'ai choisi de chanter en Douala, même si je ne l'ai pas toujours maîtrisé parfaitement, parce que j'ai quitté le Cameroun très tôt. Et pour une raison étrange, d'ailleurs, il faudrait que je demande à mes parents pourquoi. Nous, les 2 derniers, on ne nous a parlé que le français. Donc c'est vraiment à Paris, à 15 ans, que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai une identité, voilà, me voilà camerounaise, parisienne maintenant depuis 2 ans et que j'ai décidé que j'allais apprendre à le parler, que voilà, je me suis lancée. Et puis spontanément, plus tard, quand j'ai commencé à écrire, j'ai trouvé que tout d'abord, on a des langues très riches, très belles et très mélodieuses. Donc voilà pourquoi je chante spontanément dans cette langue-là. Les styles musicaux du Cameroun aussi, on les retrouve dans vos chansons? Absolument. Oui, absolument. Ben, écoutez, je suis née à Yaoundé, on avait des voisins qui étaient Boulou, d'autres qui étaient Bamileke, donc j'ai grandi, voilà, c'est ce que je dis chaque fois du Cameroun, que c'est un des pays les plus riches culturellement au monde. Hein, tous les peuples différents qu'on a, toutes les langues, toute cette polyrythmie, tous ces rythmes différents m'ont profondément influencée. Donc c'est des musiques que j'écoutais, tout comme j'écoutais la musique sud-africaine, Myriam Makeba, Salif Keita, etc. Mais c'est quelque chose que je tenais à exprimer dans ma musique. Voilà, je peux faire un mangambeu mélangé avec du bolobo. Par exemple. Voilà, ça c'est tout à fait moi. Myriam Makeba, dites-vous que vous êtes sa chanteuse préférée. Il y a une reconnaissance vraiment unanime hein, de votre talent, non seulement de chanteuse, mais aussi de votre présence scénique, de vos qualités vocales. Vous êtes en même temps auteur, compositeur de vos textes avant de les interpréter. C'est quoi le secret d'être aussi polyvalente et avec autant de succès? Ben, écoutez, pour revenir à Myriam, que dire, une grande dame qui m'a inspirée profondément, non seulement en tant que femme, mais en tant qu'être conscient, un être très courageux par rapport aux choses dramatiques qui se passaient en Afrique du Sud. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de courage et qui s'est levé pour dénoncer des choses que d'autres n'auraient pas faites. Et puis évidemment, elle m'a beaucoup influencée en tant que chanteuse. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Et lors de un de mes premiers concerts à Paris, au Baiser Salé, je dis d'ailleurs merci à Maria Rodriguez. Et d'ailleurs son fils Tiff Rodriguez sera mon batteur
pour jeudi 18 juin. Donc Myriam est venue et ça a été un des plus grands cadeaux de ma carrière. Elle était là avec ma mère et ma famille et donc c'est à cette occasion-là qu'elle a dit ça et je n'en revenais pas. Je l'ai toujours gardé, c'est toujours resté, c'est vrai, voilà, dans la famille, mais quel cadeau immense. Voilà. C'est un vrai cadeau justement venant d'une star. D'une légende, voilà, même, je dirais. Sinon, pour le reste, ben, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance d'être superbement bien accompagnée parce que c'est véritablement à New York que j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai toujours écrit mes textes, mais j'ai eu la chance d'avoir des musiciens tels que Patrice Bihina, qui est le jeune franco-camerounais avec qui j'ai eu l'occasion de faire mon premier album. Donc, c'est ça aussi, c'est savoir s'entourer, avoir la chance d'être entouré par des gens extraordinaires. Et sur le plan scénique, sur le plan scénique, ben, oui, j'ai grandi, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs danses au Cameroun. J'aime beaucoup l'expression de la danse. Voilà. Je ne me considère pas comme danseuse, mais j'aime beaucoup danser et j'aime offrir à mon public. Je ne viens pas simplement chanter, voilà, je viens raconter une histoire, planter un décor et puis voilà, amuser aussi la galerie. Donc, vous avez été choriste au tout début de votre carrière musicale. Vous avez collaboré avec des grandes personnalités de la musique africaine comme Salif Keita, Césaria Evora, Manu Dibango, Papa Wemba, Paul Simon, Diana Ross, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que finalement être choriste, c'est la voie royale pour avoir une carrière à succès? On sait que d'autres personnes comme Queen Eteme ou comme Charlotte Dipanda sont passées par là. Pour nous qui regardons de loin, on se dit, pour être grande, comme ces grandes-là, il faut commencer comme choriste. Est-ce que ça forge le fond et la forme? Être choriste et être chanteuse lead sont deux choses complètement différentes. C'est vraiment quelque chose que j'ai mesuré quand j'ai commencé ma carrière à New York. Complètement différent au niveau de ce qu'on a à dire, etc. Mais d'être choriste... quand même, être choriste. Absolument. Absolument. Un certain savoir-être. Non, absolument, absolument. C'est une grande école et c'est très, très difficile d'être choriste. Et je pense qu'il y a des choristes qui ne sont pas des chanteuses lead ou même qui ne veulent pas l'être. Et puis il y a des choristes qui peut-être ne peuvent pas l'être ou alors des chanteuses qui ne pourront jamais être choristes parce qu'il s'agit de servir la musique, d'être un accompagnateur et de savoir s'adapter à tout, les vicissitudes, l'état de santé de l'artiste lead, etc. Mais ça a été une école fabuleuse. Juste pour précision, je tiens à citer d'autres personnes comme Charles Ewanje, que j'aime beaucoup et qui a été vraiment une grande influence, qui m'a beaucoup aidée et avec qui j'ai énormément appris. Et en ce qui concerne Paul Simon, par contre, je n'étais pas sa choriste. Et ça a été très surprenant. Il m'a appelé un jour à New York et je pensais que quelqu'un me faisait une blague. Et en fait, j'ai eu l'honneur de participer à une rétrospective de sa carrière et j'étais complètement chanteuse lead parmi d'autres invités qu'il avait. Et Diana Ross, ça a été du cœur aussi. Donc oui, pour moi, d'être passée par cette étape et cette école de choriste a été quelque chose de très enrichissant pour ma carrière de chanteuse. Mais du coup, on a envie de se demander chez vous, qu'est-ce qui déclenche à un moment donné l'envie de dire je ne veux plus être derrière, je veux être lead? Tout simplement que j'avais des choses à dire. Voilà, j'ai toujours écrit des textes. J'ai écrit depuis à peu près l'âge de 14 ans. Et puis, c'est vrai qu'à 5 ans, je montais sur la table et que j'amusais la galerie. Et j'ai fait ça au Collège Liberman. D'ailleurs, ça m'a valu pas mal de problèmes. Tout simplement ça, voilà, j'ai toujours aimé chanter, j'avais des choses à écrire et des choses à dire. Et il n'y a rien de mal à continuer. Je continue d'être choriste. J'ai fait des chœurs aux États-Unis pour des séances de studio pour des personnes différentes. Mais c'est tout simplement ce besoin, voilà, cette envie d'exprimer complètement qui je suis et d'écrire et de composer et de le présenter au monde parce que je ne veux pas le garder pour moi.
Et pourquoi c'est à ce moment-là que c'est arrivé? Je veux dire, ça aurait pu arriver un an plus tôt. Est-ce qu'il y a un moment de maturation, un moment où on se dit, bon, c'est le moment, je saute le pas? Ben, écoutez, j'ai eu l'occasion, avant de quitter Paris, je crois que c'était en 1995, j'ai été accompagnée de Brice Wassi, de Alain Alioune Agbo, de mon frère Raymond, et j'ai chanté dans un club qui s'appelait le Club Latitude, du côté de Saint-Germain, Saint-Michel. Ça a été la seule opportunité que j'ai eue en France. Maintenant, je suis arrivée à New York justement parce que je trouvais que c'était un univers dans lequel je pouvais m'exprimer complètement et vraiment devenir qui j'avais envie d'être. Et encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires, dont Maciek Sheibal, qui a coproduit mon premier album, et on l'a enregistré ensemble. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Certainement que c'est une question de maturation et un moment où on se sent prêt à sauter le pas et puis à s'exprimer complètement. Et du coup, vous êtes parti aux États-Unis donc en 1996, et vous avez produit un certain nombre d'albums, 2 albums. Le premier qui s'appelait Looking There, qui est produit en mars 2004 et qui est distribué par Sony Music, South Africa. Il a été super bien accueilli par votre public et il a d'ailleurs été choisi pour faire partie de 3 compilations qui sont des compilations quand même de référence dans la musique afro dans le monde. Donc c'est le Global Soul, World Reggae et puis Women of Africa. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir la chance d'avoir votre album choisi pour faire partie de ces compilations-là? C'était un moment de bonheur extraordinaire. C'est une maison de disques qui s'appelle Putumayo, qui est très réputée et qui est spécialisée uniquement dans les compilations et qui a eu un impact majeur, particulièrement aux États-Unis. C'est Dan Storper qui en est le président et je dirais qu'il a aidé à rendre nos musiques beaucoup plus connues et leur donner une plateforme qui n'existait pas avant. Mais en fait, donc j'ai 6 chansons sur leur compilation, donc 3 effectivement du premier album Looking There et puis 3 autres du dernier album. Donc c'était un énorme moment de reconnaissance et c'est vrai que cette compilation a permis de me faire connaître de gens qui n'auraient jamais écouté cette musique sinon. Donc une vraie consécration, Kaïssa, pour cet album Looking There, dont plusieurs chansons ont été choisies pour faire partie des 3 compilations dont on parlait tout à l'heure. On va d'ailleurs ensemble écouter un petit extrait d'une des chansons phares qui s'appelle Osikeka, si vous le voulez bien. Super, très très bien. J'aimerais bien inviter notre chère et grande star Kopo à nous rejoindre. Ah ben, ce sera pour le plaisir de nos téléspectateurs. Donc on va inviter Kopo ensemble sur le plateau, qui va nous rejoindre. Kopo. Comment? Ça va? Kopo, bonjour. Bonjour. Donc ensemble, on va partager un petit instant avec Kaïssa sur sa chanson Osikeka. Ouais. Musique, s'il vous plaît. Osikeka. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et je sais pas, il me vient des idées un jour d'écrire un texte dessus pour lui dire que Kaïssa. Dis-moi tout, Kopo. Adi comme il a mis. Evanjana lungele boaba. Kopo. Osikeka. Tu es ma personne. Tu ne mets pas la pression. Tu es ma personne. Si j'étais trahi, c'est juste la vie. Tu es ma personne. Quand j'étais mythe, j'étais un peu perdu dans mes wakana. J'ai aimé t'entendre, te voir, manger avec toi, parler avec toi. Tu es ma mère, ma soeur, ma pote. Tu es ma vie. Si j'étais trahi, c'est juste la vie. Tu es ma personne. Il n'y a pas de pression. Kaïssa. Osikeka. Osikeka kem.
Aussi, Keka. Ne tente pas de douter de mon amitié. Ne tente pas de penser que je... I'm digging it, brother. I'm digging it. J'espère que tu me permettras de faire quelque chose de bien parce que j'adore cette chanson. Je l'ai écoutée une fois et je me la suis fait traduire par une amie très chère à moi qui est de la même origine linguistique que toi, depuis le Cameroun. Et voilà quoi. On va le faire. Merci. On considère que c'est déjà fait. J'adore cette chanson. Et merci pour ton artistry. Merci pour tout ce que tu fais. Tu sais que je suis fan de toi depuis From. Donc on va le faire, hein? En fait, elle me fait le camp anglais, mais elle a déjà l'accent américain. Elle me dit, je parle de toi depuis From. Je suis fan de toi depuis From. Maman, tu connais. Merci beaucoup, Kopo, d'avoir accompagné Kaïssa avec nous sur ce petit moment très spontané et qui nous a fait plaisir à tous. Donc, Kaïssa, en 2012, c'est le deuxième album autoproduit. Beaucoup de bonheur distillé à vos fans. De quoi s'agit-il dans ce second album? Il s'agit de I'm so happy, je suis si heureuse. Pourquoi? Parce que je suis vivante, je suis en pleine vie, je fais ce que j'aime et j'ai cette grande chance, ce grand privilège. Et puis voilà, j'ai voulu rendre hommage au monde artistique noir et particulièrement à ceux qui ont ouvert la porte pour nous autres. Donc il y a une chanson un peu en afrobeat qui est un hommage à Fela Kuti. Qui a énormément compté aussi dans ma vie en tant qu'artiste. Il y a une chanson de Salif Keita que je reprends, Manju, qui est une chanson phare, un standard africain. Et je ne pouvais manquer de rendre hommage à Myriam Makeba et plusieurs autres rythmes différents du Cameroun. Donc c'est vraiment un album en hommage au monde artistique noir. Dans cet album-là, on a une chanson qui s'appelle Ma Mélodie, pour laquelle vous avez fait d'ailleurs un clip. On va regarder ensemble, tout en écoutant la chanson, quelques images de ce clip. D'accord. Oa, Oandewe, Wangamubuki Messe, Messe, Andolam, Wande. Toba kwa nanje. Omutima wase owande wande we bwanga mubuki mesendola toba kwala nanje omundimwa wase etiti tola modisi mabwa bongo ebanja na ditondo mele osimende odiamba kebie Dolo, 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 ndengeba omulema mwamie. Dolo, 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 ndengeba omulema mwamie. Oh, wade weno na posi na olonge. Wade weno na posi na olonge. Na posi na olonge. Malonge ya wa mwenge mwandolo onyola na wa de wembale Nabio mulema mwa naribiela era bosuneni no wa mene monde na posinoe wa mene moe dolo 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 ndengeba mulema mwa mie dolo 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 ndengeba mulema mwa mie oh wane weno na posina olonge wande weno na posina olonge na posina dola mulema tika jabea ona mo ebajana we tika
Alors, c'est de belles images, Kaïssa, dans ce clip. Vous avez participé à la création du scénario. Comment ça s'est passé, la réalisation de ce clip? Oui, ça a été formidable. J'ai deux amis très chers qui sont d'origine haïtienne, américains d'origine haïtienne. Ce sont des jumeaux, d'ailleurs. Pauline Jean, qui est chanteuse extraordinaire de jazz, et son frère qui est cinéaste et metteur en scène. Et donc, j'ai eu ce privilège de les avoir sur ce clip. Ça a été le premier clip que j'ai jamais filmé en tant que chanteuse, parce que j'étais tout de même dans le clip de Essa il y a plusieurs années, et voilà, c'est quelqu'un dont je veux parler aussi, Stéphane Dayas, le groupe de Essa, dans lequel je jouais l'objet de son affection, voilà, qui était un clip phare au Cameroun et qui est un chanteur sublime. Donc c'était la première fois, oui, que j'étais derrière et devant la caméra. Donc justement, c'était pour parler de l'amour, qui était quand même le sujet de cette chanson-là. Ma mélodie, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur la façon dont vous avez conçu le scénario qu'on voit sur ce clip? Il a été en fait très simple et même, je dirais, des fois assez littéral. Il a été très organique, très simple. C'est une déclaration d'amour d'une femme pour son homme. Mais j'ai d'autres thèmes d'amour aussi qui parlent de l'amour au sens plus général, et ô combien le monde a besoin d'amour. Voilà, l'amour, on n'en a jamais assez, on en a toujours besoin, c'est un grand moteur dans la vie. Quand vous êtes parti tôt du Cameroun, donc très jeune, 13 ans, vous n'avez jamais pu dire à votre public camerounais combien vous les aimez. Et on sait que c'est seulement en 2012 que vous avez pu les rencontrer pour la première fois en vrai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah, ça a été un moment absolument inoubliable, et vraiment je tiens encore à remercier Michel Paco, Julien Bia, Orange et toutes les personnes qui ont rendu cela possible, et voilà, qui ont travaillé très durement pour que ça se fasse, parce que c'est vrai, j'aime à dire, c'était une grosse ironie. J'ai fait le tour du monde, je suis allée en Russie 3 fois, en Pologne 10 fois, au Brésil, à Porto Rico, j'ai fait le tour des États-Unis et je ne m'étais jamais produite chez moi. Et il était important vraiment que ça se fasse, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs ratés. Et 2012 a été un moment inoubliable. Avant, hein. Les ratés étaient avant, absolument. Hein, 2012, donc oui, c'est pas, je tiens à le dire, ce n'est pas. C'était un grand moment de communion et de retrouvailles, avec, de découverte, même avec un public que je n'imaginais absolument pas aussi grand. Et puis l'autre aspect vraiment magique et très important, et que bon, je chante en doigt là, la plupart des gens dans la salle comprenaient. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Donc de pouvoir être comprise comme ça sans avoir besoin de traduire. Et c'était un moment inoubliable, vraiment, de jouer chez moi, devant mes gens. En ce moment, vous travaillez sur un 3e album, qui, dont la sortie est prévue pour 2016. Ah, ça, je ne peux pas dire. Non, je ne sais jamais. Vous y travaillez, c'est tout. J'y travaille. J'y travaille. Et il sera dans le même esprit que ceux qu'on a eu avant, les 2 premiers, ou est-ce que vous changez complètement de style? Je ne sais pas. Vous savez, je travaille de manière organique. Je ne force jamais une chanson ou un album. Ça prend le tournant que ça prend. Donc je ne peux pas prévoir, j'avoue. Vous êtes en train de travailler que... Exactement, parce que il va être nourri de quoi? D'expériences personnelles et de ce qui se passe dans ma vie, fatalement. Quand je travaillais sur le premier album, j'ai eu un accident de vélo, par exemple. Donc, j'ai dû arrêter de le faire parce que j'ai été assez amochée. Donc, voilà, je ne force jamais une chanson ni un album. Je n'ai pas vraiment de concept. C'est vrai, peut-être que je devrais, donc ce sera le travail du manager, etc. Mais voilà, c'est très organique, très spontané, c'est très vrai. Je veux toujours être vrai et en accord. L'inspiration du moment, avec les éléments du moment, l'état d'esprit du moment. Absolument. Et votre vie d'artiste aux États-Unis, comment ça se passe? Mais écoutez, ça a été formidable. Donc j'ai déménagé en 96. Je suis d'abord allée, j'ai vécu quelques mois à Los Angeles, qui, comment dire, était beaucoup trop grand pour moi.
Et j'ai toujours aimé New York à cause de ce bouillon de culture et de cette possibilité de pouvoir marcher. À Los Angeles, il faut une voiture. J'ai vraiment eu des occasions magnifiques de travailler pour les nations, des institutions, pardon, comme les Nations Unies, des soirées privées. J'ai participé, j'étais une des artistes à performer, à me produire dans un club qui s'appelle le Zinc Bar, qui a été clé pour la musique africaine. C'était un des premiers clubs à promouvoir la musique africaine. Donc il y a eu des choses extraordinaires dont je n'ai même jamais osé rêver. Voilà, donc j'ai vraiment eu des opportunités, des expériences très très riches et surtout des musiciens hors pair qui m'ont accompagné sur les 2 albums, sur du live. Et c'est vrai que ça vous apprend aussi à être flexible parce que les gens sont très sollicités. Et donc on est flexible, on joue avec des gens très très différents. Alors Kaïssa, je disais tout à l'heure que votre talent, il est incontestablement reconnu. Vous avez une voix qui peut être douce, puissante, pleine d'émotions, assurante, pleine de vivacité. Vous la mettez en musique pour nous transmettre des messages. C'est des messages très importants, c'est des messages variés sur des sujets comme l'amour, la politique, la famille, mais aussi toutes les possibilités de renouvellement qu'on a en nous, de dépassement de soi dans des moments difficiles. Voilà, c'est des sujets qui parlent au plus grand nombre. Est-ce que c'est ça votre philosophie de la musique? Est-ce que c'est à ça que devrait servir la musique selon vous? Parler aux autres Selon moi, comment je vais dire cela? Encore une fois, je suis très spontanée et très vraie, donc mes thèmes, les thèmes que j'aborde, les sujets dont je parle peuvent être très personnels ou complètement universels. Encore une fois, je ne calcule pas. J'ai vécu à Paris dans les années 80, j'avais beaucoup d'amis, la plupart étaient mannequins d'ailleurs, parce que j'ai un tout petit peu mannequiné à un moment, et qui ont été victimes par exemple de l'excision. Et c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler en tant que jeune fille de 16-17 ans. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, qui m'a vraiment horrifiée et profondément touchée. C'était vraiment très pénible d'entendre leurs expériences douloureuses, parce que non seulement elles sont détruites physiquement, mais aussi psychologiquement. Et donc une femme détruite psychologiquement, ça affecte fatalement toute une famille. Donc c'est des sujets qui sont pour moi importants, mais en même temps je ne me tiens pas... Enfin, j'essaye en donneuse de leçons ou en... voilà, j'aborde des sujets qui, j'estime, voilà, sont importants pour moi. Je sais j'ai eu un manager à un moment à New York qui m'a dit « Oh non, il ne faut surtout pas parler de ça ». Et bon, on a dû se séparer parce que je veux pouvoir avoir cette liberté. Autant j'aime amuser la galerie, mais autant, pour moi en tout cas, en tant qu'artiste, il est important que je m'exprime de manière totale. Voilà, donc de temps en temps, moi-même je m'auto-censure, ou alors un manager, etc., va me dire fais attention à ci ou ça, mais à la fin de l'histoire, je ne fais pas qu'amuser de la galerie, j'ai des choses importantes que j'ai envie de dire. Maintenant, si elles affectent les personnes ou pas, ce n'est même pas mon devoir. Mon devoir pour moi est de les exprimer et que certaines choses soient révélées, soient connues. Parce que beaucoup de gens, par exemple aux États-Unis, n'avaient jamais entendu parler de l'excision. Et j'ai une autre chanson qui s'appelle The Ghetto in the Sahara, que j'ai écrite il y a à peu près 7 ans, en fait, et qui parle de l'immigration de nos frères et sœurs qui quittent l'Afrique en rêvant d'un monde meilleur. Et comme on le voit maintenant, c'est d'ailleurs un sujet d'actualité, perdent leur vie et vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement désolant, et toutes ces frontières qui se ferment vers eux alors qu'il y a quelques siècles on nous forçait dans les bateaux et maintenant on les rejette des bateaux, c'est ce que je dis dans cette chanson. Et j'ai eu l'occasion de la poster sur Facebook. J'ai constaté qu'il n'y avait pas eu vraiment de réaction. Je l'ai repostée il n'y a pas très longtemps. C'est pas pour
critiquer qui que ce soit, accompagné d'une photo et grâce à la photo, en fait, le message est passé. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je ne savais pas. Voilà, je n'ai pas fait le lien. Je ne m'étais pas rendu compte du thème de la chanson. » Voilà. Et bon, aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus d'actualité. C'est voilà, les sujets qui m'interpellent et sur lesquels j'écris. Mais c'est des sujets graves, mais aussi il y a des sujets, comme vous dites, cette capacité à se renouveler, c'est des sujets d'encouragement, c'est de dire au-delà de l'obscurité, la lumière. Absolument. Donc toujours y croire, être en mode bataille, et ça c'est positif. Et je me parle à moi aussi, hein, parce que la musique est une espèce de thérapie, évidemment. Donc on a besoin de ça. Hein, de savoir, de messages d'encouragement et c'est ce que tout le monde traverse, les vicissitudes de la vie et de savoir qu'il y a la lumière au bout du tunnel. C'est ce que vous allez donner à vos fans qui seront là le 18 juin prochain. Absolument, on va s'éclater, il y aura plein de surprises. Café de la danse à Paris, hein, ce sera à partir de 20h. À partir de 20h, et il y a une jeune chanteuse qui s'appelle Sunshine Harmony qui fera la première partie. Et voilà, donc j'ai hâte de vous voir très nombreux et de communier avec vous. Ben, merci beaucoup, Kaïssa. Kaïssa sera donc au Café de la Danse à Paris le 18 juin prochain. C'est un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Kaïssa était notre invitée du jour. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres rencontres. Oa.